Salut à tous, cette semaine on visite avec vous la Camargue. Tu sais, cette zone humide entre terre et mer, où le soleil, le vent et le sel sont les architectes de ce paysage si unique. Waouh, quelle phrase d'accroche. Ouais, merci. Ah, au fait, on voulait vous remercier d'avoir été si nombreux à participer au jeu pour choisir le mot qu'on devait intégrer dans cette vidéo. Et maintenant, à vous de les retrouver. Et sans plus attendre, on part pour l'un des endroits emblématiques de la Camargue, la digue à la mer, où se trouve le phare de la Gachole. C'est avec le nez rouge, les yeux pleins de larmes à cause du vent et la bouche paralysée que l'on vient d'arriver au phare de la Gachole. Le mec s'appelle On. Il dit et comme il avait un phare, il dit c'est le phare à On. Alors est-ce que tu sais à quoi sert le phare? Oui, parce que je l'ai lu sur le panneau d'information. En fait, le phare, de manière générale, sert à indiquer un port et à prévenir d'un endroit dangereux au niveau des côtes. Notamment, un endroit très dangereux ici, c'est la pointe des Sablons. Et dans le golfe du Bauduc, il y avait énormément de naufrages. C'est pour ça que ce phare a été construit aussi, en 1882. 1882, exactement. Et qui est toujours en activité. À préciser que avant c'était des lampes à mèche. Et puis depuis quelques temps, là on les voit, il y a des panneaux solaires. Donc c'est une lampe qui fonctionne aux panneaux solaires. Très moderne tout ça. Et alors en fait c'est un phare qui a été partiellement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été réhabilité en 1948. Et les deux bâtiments qu'il y a autour du phare servaient à loger et à abriter les gardiens et les ingénieurs de l'époque. C'est aussi un endroit qui permet de relier le golfe du Bauduc au port de Sainte-Marie-de-la-Mer, voilà, pour les pêcheurs et aussi pour les plaisanciers. À quelques kilomètres de là se trouve un des principaux lieux en Camargue où l'on peut observer des colonies de flamants roses. Dans la réserve naturelle régionale de Camargue se trouve l'étang du Fangassier. Voilà, donc là on est à l'est, on en voit une toute petite partie, mais croyez-moi, il est vraiment extrêmement grand. D'avril à juin, chaque année, se réunissent les flamants roses en une grande colonie de plus de 10 000 couples, donc pour la nidification et l'élevage de leurs petits. Chose à savoir, c'est que dans les années 60, l'espèce a été grandement en danger, donc parce que pendant 4 ans, ils ont refusé de se reproduire dû à la pression des autres animaux et aussi de l'être humain. Donc les renards, sangliers, les goélands, mais aussi les pêcheurs. Du coup, on a été obligé dans les années 70 de créer des nids factices pour les inciter, les encourager à revenir et à reprendre la nidification à cet endroit. Le flamant rose, l'oiseau emblématique de la Camargue. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça aussi des oiseaux échassiers? Non, eh bien à cause de ses grandes pattes qui rappellent des échasses. qu'est-ce que ça, toi? T'as un problème? Alors le plumage devient rose à partir de 1 an et il se généralise sur tout le corps à partir de 3 ans. Et pourquoi la couleur rose? Eh bien c'est dû à leur alimentation. J'ai lu une étude qui dit et qui démontre que le plumage des flamants roses en captivité devient gris. Donc c'est bien parce que le flamant rose ne produit pas lui-même son propre colorant, mais que la couleur rose vient de son alimentation, de ce qu'il mange dans les marais, c'est-à-dire des algues qu'on trouve ici et des petites crevettes. Alors nous sommes aujourd'hui sur la plage de Piémonçon. Il est exactement 8h30 du matin. Alors tu présentes pas? Tu crois qu'elle est bonne l'eau? Tu présentes? T'es pas sérieux là? Non mais t'es un grand malade. Mais ce mec est un malade. Oh mon Dieu. Mais il est fou. Mais tu es fou. Ah. Bon, ça
piqué un peu les fesses, mais... Comment on appelle ça, la cryothérapie? En tout cas, c'est une belle image. Hein. Même si t'attrapes froid, c'est pas grave, on aura eu ça au moins. Alors la plage du Piémonçon, tout comme la plage du Bauduc qu'on voit un petit peu plus loin là-bas, enfin qu'on voit si on plisse les yeux. En tout cas, c'est au niveau du phare. C'est vrai que de plisser les yeux, ça nous a toujours aidé à voir plus loin. Hein. T'as les cils qui viennent comme ça, tu vois rien. C'est l'un des lieux où pendant très longtemps le camping sauvage était autorisé. Donc pour la plage du Bauduc, c'est interdit depuis 2014. Et ici, pour cette plage, c'est depuis 2016 si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une grande étendue de dunes sur plus de 7 km. Franchement, c'est magnifique. Et si le camping sauvage a été interdit, c'est sans doute qu'il devait y avoir des abus. Alors s'il vous plaît, si vous êtes sensible à ça, laissez la nature propre. C'est trop important. Dans tous les cas, la première chose qu'on a, que ce soit restaurant, hôtel, alimentation ou autre, c'est au Salin de Giraud, voilà, qui est à plus de 10 km. Il n'y a rien, donc c'est trop bien. Le petit habitacle blanc là-bas qu'on voit, c'est, semblerait-il, un poste de pompier. Voilà, donc le poste de pompier pour surveiller les baigneurs, sans doute en haute saison. C'est aussi l'un des endroits très connus pour le kayak de mer. Nous nous rendons un peu plus au nord, sur un point d'observation à proximité du village des Salins de Giraud. Alors là, on est vraiment entre le Rhône et la mer, et j'ai en face de moi des marais salants. Alors ils sont constitués de grandes étendues d'eau peu profondes, qu'on appelle des lagunes, qui est à l'origine aménagée pour l'élevage de taureaux, de chevaux et pour la riziculture. En d'autres termes, pour l'activité agro-pastorale. Alors il faut savoir que la majorité du sel qui est extrait de ces marais est utilisé pour le déneigement des routes. Et là-bas, au loin, ce qu'on voit, ce sont des camels. C'est des grandes dunes de sel de plus de 10 mètres de haut. Et je crois que c'est 340 000 tonnes, c'est ça qu'on avait lu? 340 000 tonnes de sel, là. C'est, vous imaginez, Joy, c'est 3,5 tonnes, voilà, c'est 100 000 fois Joy. Le groupe Salins du Midi, créé en 1855, exploite une partie des marais pour son activité salicole. Et c'est seulement en 2007 que le Conservatoire du littoral a fait l'acquisition d'une partie des marais salants, laissant à l'abandon les digues, qui se sont naturellement détruites au fil du temps, permettant ainsi de reconnecter les étangs à la mer et de reconstruire tout un écosystème. Les voici, les fameuses digues. Alors à quoi ça sert une digue? En général, ça sert à protéger les terres des inondations dues aux crues et à la montée de la mer. Ici, en Camargue, ça sert aussi à conserver les lagunes pour la faune et la flore qui y habitent. Le mécanisme qu'on voit ici, en fait, il permet de gérer les transferts d'eau à marée haute et marée basse entre l'eau de la mer qui est derrière moi et les lagunes. Notre dernière escale de la semaine se trouve à la croisée des chemins entre l'Espagne et l'Italie. Hier soir, on s'est installé à Arles et on va prendre 2 jours pour visiter cette jolie ville avec vous. Alors Arles, c'est une ancienne cité romaine située dans le département des Bouches-du-Rhône, aux portes du parc naturel régional de Camargue. Aussi surnommée la Petite Rome, son patrimoine culturel et historique en font d'elle une ville unique. Rimrich. Et puisqu'on est samedi matin, on va en profiter pour faire un tour au marché. Le marché d'Arles est l'un des plus grands marchés de Provence. Il s'étend sur 2,5 km et regorge d'odeurs et de couleurs. Sur les étals, on trouve de tout, mais surtout des produits frais et régionaux comme de l'huile d'olive, du sel et du riz de Camargue, du saucisson d'Arles et plein d'autres produits artisanaux. Faire le tour du marché nous a permis d'aller à la rencontre de producteurs et de découvrir certaines spécialités locales comme la viande de taureau. Alors j'ai 2 choses, donc soit vous avez le saucisson de taureau de nature, d'accord,
Sinon, 100% j'ai la viande séchée. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est saucisson, c'est un mélange de taureau et de porc. C'est pour la conservation, c'est pour la souplesse. D'accord. Il n'y a jamais de saucisson que de taureau. Non, c'est pas possible. Si on vous dit oui, c'est que c'est un mensonge. D'accord. Parce qu'en fait, c'est une viande tellement maigre que si vous la mettez dans un boyau, ça va être très très sec. Et c'est pour ça qu'on le propose en viande séchée comme ça. C'est le cœur du roast beef qui est séché une dizaine de mois, qui est fumé 2 à 3 heures à peu près, avec du thym, du laurier, du romarin. Et ça, par contre, c'est une explosion de saveur. Alors monsieur, qu'est-ce que ça veut dire miel de Camargue? Alors le Camargue, vous avez de toutes fleurs, c'est un mélange de fleurs. Hein, luzerne, trèfle, acacia, le fleur d'olivier, tamaris. Ah, il y a tamaris aussi. Vous aurez un peu de tamaris. Ah. Et vous avez du miel de ronce. Le miel de ronce, c'est tout ce qui est mûre sauvage. Bon bah je vais vous prendre un petit sachet. Avec plaisir. Allez-y, servez-vous. Et je vous remercie. Passez un bon week-end. Mais merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ça c'est pour Joy, pour combler les odeurs de la litière. Très important dans un fourgon. De la lavande. Bah alors du coup, moi je cherchais des vrais pêcheurs artisanaux là dans le coin. Et vous dites que vous faites la pêche artisanale? Oui, on est le petit métier, nous sommes des fileyeurs. Et en plus, notre spécialité, c'est qu'on pêche sur un catamaran. Avec la vieille méthode traditionnelle. La vieille méthode, on pose les filets la veille et on les tire le lendemain. Et donc le poisson est démaillé un par un. Okay. Sinon, on ne fait pas une grosse boule et on ne jette pas dans notre bateau, il faut savoir démailler. Ce qui est dur. Il ne faut pas venir avec une idée de savoir ce qu'on veut faire à manger parce que nous, ça dépend de la pêche. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de choix, mais bon, c'est très bien parti. C'est de la bonne pêche quoi. Voilà, Bon, c'est de la super. pêche locale et le poisson il est extra frais. Derrière moi se trouvent les arènes d'Arles. Comme vous pouvez le voir, l'architecture est vraiment très inspirée du célèbre Colisée de Rome où les jeux faisaient partie du quotidien. Alors en parlant des jeux romains justement, c'était divisé en 3 parties. Le matin, on avait la chasse, le midi, les exécutions publiques et l'après-midi, c'était les combats de gladiateurs qui faisaient le clou du spectacle. Ceux qui vont mourir de salut. Salut Jules, ça va? Bon alors là, normalement, les arènes sont fermées, mais on a croisé des gens qui étaient à l'intérieur et ils ont eu la gentillesse de bien vouloir nous laisser rentrer, tout simplement pour qu'on puisse tourner quelques images. Donc merci à eux, c'est super cool et on va vous montrer tout ça. Putain, c'est incroyable. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'en vois une. C'est plus petit que ce que je croyais, mais... Non, c'est chouette de se retrouver dans un endroit comme ça. Bon alors les arènes n'ont pas toujours été comme ça. À savoir qu'au Moyen-Âge, toute la structure a été transformée en forteresse avec des tours au sommet. On y construit même un village au centre pour se protéger. Il faudra attendre le début du 19e siècle que le village soit détruit pour y retrouver un petit peu son aspect originel. Et c'est qu'au milieu du 19e siècle qu'elles reprirent vie grâce au spectacle taurin. Alors c'est quoi une course camarguaise? On libère le taureau au centre de l'arène et le but du jeu n'est pas de le tuer, mais que les participants, autrement appelés les raseteurs, récupèrent des attributs sur la tête et les cornes de celui-ci. Et c'est seulement une fois la course capillotractée terminée que le taureau regagne physiquement intact son pré. En face des arènes se trouve le théâtre antique. Et quel meilleur endroit pour réviser mon histoire du théâtre? Arles
possède un théâtre antique construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ où se produisaient des tragédies, des comédies et même du mime. Il faut savoir que toutes les représentations, tous les spectacles étaient gratuits pour le peuple. Bonjour. Halte là, femme, tu ne peux pas rentrer. Ah bon? Et pourquoi? Toutes les femmes doivent être accompagnées d'un homme. Non mais attendez, vous rigolez ou quoi? Les jeux commencent dans 5 minutes, j'ai pas envie de louper le début, moi. Ah bah tiens, t'es là, toi. Dites que vous êtes mon mari, c'est mon mari. Ouais. Eh oui, car à cette époque, les femmes et les enfants devaient être obligatoirement accompagnés d'un homme adulte. En plus d'être relégués aux places les plus éloignées, liées à leur rang social, tout comme d'ailleurs les esclaves et les étrangers. En se baladant dans la ville le dimanche matin, on est passé à côté de la cathédrale Saint-Trophime dans laquelle se déroulait une messe. Ne voulant pas déranger, on se contentera de l'extérieur. Et tu sais qu'avant, ici, au XVIe siècle, c'était un hôpital. En fait, il a été construit suite à une épidémie de choléra. Quand Van Gogh il s'est coupé l'oreille et il est venu ici se faire soigner. Ah, c'était là qu'il est venu pour son oreille. Et en fait, il en a fait plein de toiles. Et du coup, ils ont décidé de baptiser le lieu l'espace Van Gogh. D'accord. Et c'est en 86. Eh bien, merci. Ils ont réhabilité tout l'ensemble, tout le complexe. Et ils en ont fait un espace culturel avec une médiathèque et tout. Je suis trop bien là, j'adore ce lieu. Ça sent bon en plus, il y a des fleurs de partout. C'est super agréable. Merci à l'espace Van Gogh pour ce moment de quiétude. Et nous allons terminer la visite par un lieu emblématique de la civilisation romaine, les thermes. Y a pas d'eau, Astérix. Viens, Obélix, tu nous retardes toujours. Toujours. Et voilà, ce premier épisode sur la Camargue est terminé. Bah oui, il y a tellement de choses à voir et à faire en Camargue qu'il était impossible pour nous de tout vous montrer en une seule vidéo. Donc la suite au prochain épisode. Tu crois qu'on leur propose un jeu pour la prochaine vidéo? Bon, peut-être pas trop les gâter tout de suite, non? Ouais, on verra. Ça dépendra de leurs commentaires.